Alors, je vous propose de commencer par un premier témoignage, par une première vidéo qui témoigne d'une arnaque qu'on voit monter en puissance cette dernière année, l'arnaque aux faux conseillers bancaires. Un de nos adhérents a été contacté par une personne qu'il pensait être le responsable du service fraude de sa banque. Ce conseiller lui a indiqué qu'il y avait actuellement sur son compte des opérations de montant important et il lui a demandé s'il était à l'origine de ces opérations. À partir de là, bien sûr, l'adhérent a dit que ce n'était pas lui. Le faux conseiller lui a dit qu'il pouvait arrêter les opérations. Par le système 3D Secure, le faux conseiller a envoyé des SMS à notre adhérent qui a validé parce que le ton du faux conseiller était vraiment très précis et insistant. Au bout du compte, ces validations de SMS ont servi à soustraire à notre adhérent 1 200 € sur son compte et la banque ne l'a pas remboursé car elle a trouvé qu'il avait été négligent en validant les SMS. Caroline, vous pouvez nous dire si les arnaques de ce type sont vraiment de plus en plus fréquentes et notamment quand l'utilisation d'un numéro de téléphone qui ressemble au numéro de téléphone de la banque ou qui est même identique est utilisée? Alors, c'est effectivement très fréquent, de plus en plus fréquent, et on en a parlé dans la table ronde précédente. C'est ce qu'on appelle la fraude aux faux conseillers ou le spoofing, quand il y a utilisation du numéro de téléphone de la banque ou du service antifraude de la banque, ou du service d'opposition, plus que service antifraude, parce que je ne suis pas sûre que le terme antifraude existe réellement dans les services des banques. Et c'est très fréquent. Et en fait, là, comme tu le disais tout à l'heure, Marguerite, en fait, on joue sur les émotions. C'est-à-dire qu'on va mettre le client dans une situation de panique en lui disant il y a des opérations frauduleuses qui sont en train de passer sur votre compte, il faut absolument les arrêter maintenant. Et pour les arrêter, il va falloir que vous me donniez le numéro qui va apparaître sur votre écran si c'est dans le cadre d'un SMS, ou que vous validiez une opération sur votre application bancaire pour stopper le paiement. Sauf qu'en réalité, jamais, jamais, jamais une banque ne vous demandera de lui donner un numéro qu'elle vous envoie elle-même par SMS ou de valider une opération que vous n'avez pas initiée vous-même. Les seules opérations que vous pouvez valider sont celles que vous initiez vous-même. Et donc, ce sentiment d'urgence qui est créé pour le client doit au contraire appeler la vigilance. Si quelqu'un vous appelle et vous donne des informations qui créent une certaine panique, une certaine angoisse, une certaine urgence, ça doit absolument appeler la vigilance. Merci, Caroline. Et alors, pourquoi on est ciblé, comment on est ciblé par ce type d'arnaque, colonel? Alors, dans un premier temps, c'est la récupération de la donnée. Quand je parlais tout à l'heure des données à caractère personnel qui étaient volées, les bases de données qui étaient volées et parfois par exploitées. Je pense par exemple, France Travail a vu la semaine dernière ses bases de données volées. On n'est pas venu demander de rançon. On est juste venu récupérer des bases de données. Pour faire quoi? Pour monter d'autres arnaques. Donc on va coupler ça avec d'autres bases de données que l'on va avoir. On aura un profil utilisateur, un numéro de téléphone sur lequel on va réexploiter tout ça. On va réexploiter tout ça. Acheter un service de spoofing, ça se fait. Hein, ça se fait régulièrement. Soit pour masquer son numéro et attaquer. Hein, par exemple, régulièrement, les services de secours, les centres opérationnels de la gendarmerie, les CIC, police, sont régulièrement attaqués par ce genre de type de message, soit pour polluer et empêcher les secours ou les moyens d'être déployés. C'est assez simple, c'est une petite blague qui peut coûter cher au final, puisque ça reste quand même une infraction pénale derrière. Et puis dites-vous bien une chose, c'est que dans le numérique, on laisse tous une trace. Voilà, il suffit juste de savoir où aller chercher. En l'espèce, là, on récupère un numéro de téléphone, on récupère une identité, on sait que cette identité est rattachée à un compte bancaire chez un opérateur, et après, c'est tout simple. J'appelle la personne, je la mets en état, effectivement, de stress, je l'isole, j'abolis sa capacité de discernement. Tout à l'heure, on disait, on ne fait pas dans le monde réel certaines choses, pourquoi on les fait dans le monde cyber?
eh ben, c'est exactement la technique qui est utilisée, et puis on essaie de soutirer. Maintenant, il y a des actions qui sont très simples. Même, je fais du démarchage. Il y a des démarchages commerciaux agressifs. Si je veux acheter quelque chose, je vais vers l'opérateur, je vais vers mon prestataire, je vais vers ma banque, et c'est pas ma banque qui vient vers moi. En général, moi, ma banque, quand elle m'appelle, elle me dit pas il y a un problème sur mon compte, elle me dit il faudra que vous nous rappelez. Et je rappelle sur le numéro, non pas qu'on m'a donné, mais le numéro que j'ai conservé d'il y a, je sais pas, une dizaine de jours, une quinzaine de jours, ou voire même plus. Ça, c'est des principes de base. Alors on comprend, appelons nous-mêmes notre banque, mais néanmoins, une fois qu'on a été victime, on a entendu dans la vidéo le témoin dire la banque peut nous accuser de négligence. Et quels sont les recours par rapport à ça? Oui, absolument. Alors, d'abord qu'il soit dit que le mieux, c'est d'éviter la fraude. Parce que ce que je vais vous raconter là fonctionnera dans un certain nombre de cas, mais qui sont quand même très réduits. La négligence grave du... J'ai du mal à le dire tellement ça me fait mal. La négligence grave du consommateur qui va permettre à la banque de dire bah non, vous avez été trop négligent, vous gardez la fraude pour vous, a quand même quelques petites failles et quelques petits interstices qui permettent aux consommateurs d'espérer être remboursés. Ce sera un faisceau d'éléments, hein, ce ne sera pas un seul, il ne suffit pas qu'il y ait un spoofing pour qu'on vous dise « Ah, pardon, c'était le numéro de l'agent, je vous rembourse tout de suite ». Non, ce sera un certain nombre d'éléments, mais moi j'incite les consommateurs à le faire. Ce sera regardé par le service consommateur, le service réclamation de votre banque, et si celui-ci n'est pas convaincu, par un médiateur indépendant, qui aura été adoubé par une commission spécifique qui reconnaît les médiateurs de la consommation, et donc les médiateurs bancaires, et un certain nombre de dossiers donneront lieu à un remboursement total ou partiel. Parfois, il y aura une espèce de jugement en équité, en justice, qui permettra d'avoir un remboursement éventuellement partiel, mais c'est toujours mieux que rien, vu les sommes parfois qui sont prélevées. Donc voilà, le mieux est d'éviter par de l'information, par de la vigilance extrême, mais lorsque ça arrive, et on vous a parlé des 13 recommandations de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, qui essaye d'améliorer l'indemnisation, le remboursement des consommateurs en cas de fraude. Il me semble que dans beaucoup de cas, il est intéressant tout de même d'essayer d'émettre une réclamation et de contester ce premier refus de la banque. Ça fonctionnera que dans un certain nombre de cas, mais c'est quand même un certain nombre de cas de personnes qui se verront remboursées. Si je peux rajouter quelque chose, vous pouvez aller déposer plainte dans une brigade de gendarmerie ou un commissariat de police. On a l'obligation de prendre votre plainte. C'est pas d'aller sur une plateforme ou quoi que ce soit. On a l'obligation, si vous insistez, si vous le souhaitez, de prendre votre plainte en physique.